Toute l'actualité politique et parlementaire, c'est le journal de 19 h sur Public Sénat. Bonsoir à tous. Voici les titres donc de ce mercredi. Résurrection d'un couple politique avec le soutien surprise de Ségolène Royal à François Hollande. Juste avant son duel avec Martine Aubry, Arnaud Montebourg attend, lui, de suivre le débat. Un face-à-face serré à 20h35. Les deux concurrents ne seront pas face à face, mais installés en triangle face aux journalistes. Il ne faut pas que ça dégénère, avertit inquiet Jean-Pierre Mignard, le porte-parole de la haute autorité des primaires. La scolarité obligatoire dès l'âge de 3 ans. Les sénateurs socialistes veulent l'inscrire dans la loi par crainte d'une baisse des moyens de la maternelle. Et puis notez-le, nos invités ce soir, François Dorcival et Bruno Jambard d'Opinionway, bien sûr sur le débat décisif de la primaire. Et puis le sénateur vert Joël Labbé qui a démontré tout à l'heure à la tribune qu'il entendait imposer au Sénat son style très atypique. Il nous en parlera. Les psychiatres s'interrogeaient sur la blessure narcissique la plus forte que devait surmonter Ségolène Royal après son élimination du premier tour de la primaire et donc à l'heure du choix. Alors conjugale, bien sûr, sa séparation de François Hollande et puis blessure politique, la direction du parti que lui a volé selon elle Martine Aubry. Eh bien, sans ménager le suspense, Ségolène Royal annonce son soutien à son ancien compagnon pour, dit-elle, amplifier son avance. Margot Aubrio. 3 jours pour décider. Après les larmes dimanche, Ségolène Royal a fait son choix. Elle rallie aujourd'hui son ancien compagnon François Hollande. Et ce, pour 3 raisons. Il est arrivé en tête du premier tour des primaires. Il faut amplifier cette avance. Il a repris certaines de ses idées. Et enfin, il faut donner aux candidats socialistes un élan. La responsabilité de Ségolène Royal dans la période, c'est de tout faire pour que la gauche gagne l'année prochaine. Et pour ça, son devoir, c'est de soutenir celui que les Français ont placé en tête des votes dimanche dernier lors du premier tour de la primaire. Alors elle a fait ce choix qui n'était pas forcément simple à faire pour elle. Après les ralliements de Manuel Valls et de Jean-Michel Bailey, c'est une très bonne nouvelle pour le clan Hollande. Ségolène Royal a été la candidate du Parti socialiste en 2007. Sa voix compte, son jugement pèse, au-delà même du score qu'elle a obtenu dimanche dernier. Et elle a fait ça dans un état d'esprit qui est l'état d'esprit collectif. François Hollande salue l'élégance et la responsabilité de son ancienne compagne. Dans le clan Aubry, on dédramatise et on assure respecter ce choix. Les électeurs de Ségolène Royal, eux, sont un peu surpris. Reste à savoir s'ils suivront son appel à voter François Hollande. Devancée dimanche dernier de 9 points, Martine Aubry va-t-elle s'opposer frontalement à François Hollande en fustigeant la gauche molle, une expression qu'elle a encore utilisée hier? C'est bien sûr la grande question. Delphine Girard, vous vous trouvez à proximité des studios de la Plaine Saint-Denis, j'ai l'impression transformé ce soir en Fort Chabrol. Oui, c'est vrai, hein, pour l'instant, rien n'a filtré de ce qui se passe à l'intérieur des studios. D'ailleurs, on ne sait pas si les candidats sont arrivés. On ne les a pas vus. Les nombreux journalistes présents ici qui les attendent ne les ont pas vus. Nous avons simplement vu Harlem Désir, le premier secrétaire par intérim du Parti Socialiste, qui a fait une courte déclaration estimant que ce débat s'annonçait passionnant entre les deux candidats porteurs des espoirs de la gauche. Alors, vous l'avez dit, Michel, on sait que les candidats se sont concentrés toute la journée. La tension est montée d'un cran avec la multiplication des petites phrases, des la gauche molle, vous l'avez dit Michel, de Martine Aubry. François Hollande a répliqué: je n'ai rien à prouver, la gauche que j'incarne est solide et sincère, si bien que Jean-Pierre Mignard, le porte-parole de la haute autorité des primaires, a appelé au calme. Il ne faut pas que ça dégénère, a-t-il dit. C'est peut-être pour cela que ce soir les candidats ne seront pas face à face lors de ce dernier débat télévisé, mais bien installés en triangle. Ils pourront ainsi s'adresser aux Français dans un décor blanc bleuté un peu semblable à celui de la semaine dernière. Ils vont aborder plusieurs thèmes concernant la crise économique, la crise sociale, mais aussi les questions européennes ou encore les questions internationales et enfin la question de la présidentialité. Alors ce soir, il y a peut-être un petit avantage à François Hollande, eh bien, en raison du ralliement de Ségolène Royal. Martine Aubry devra donc essayer de capter quelques-unes des 450 000 voix d'Arnaud Montebourg qui, lui, n'a pas encore apporté son soutien ni à l'un ni à l'autre des deux candidats. Voilà pour l'instant, Michel, ce qu'on pouvait dire en direct des studios de la Plaine Saint-Denis. Très bien, merci Delphine. Des points d'accord, tous deux bien sûr défendent le projet socialiste, mais aussi plusieurs points de divergence entre Martine Aubry et François Hollande. Les précédents débats ont montré en effet quelques lignes de
Fracture sur l'emploi des jeunes, sur les moyens de l'éducation nationale ou encore le nucléaire. Fabrice Cunet. En matière d'emploi, chacun a sa formule choc. Création de 300 000 emplois d'avenir sur le modèle des emplois jeunes pour Martine Aubry. François Hollande parle, lui, de contrat de génération. Une incitation fiscale à l'embauche des jeunes et au maintien dans l'emploi d'un senior. Sur l'impôt, les deux candidats sont proches, mais pour François Hollande, une hausse des prélèvements obligatoires est inévitable. Bonjour. Martine Aubry, elle, préfère porter la tranche supérieure de l'impôt sur le revenu à 50%. Deux grandes annonces au cours de cette campagne des primaires. 12 000 postes d'enseignants créés chaque année pour François Hollande pendant son quinquennat. La maire de Lille souhaite, elle, doubler le budget de la culture sur la même période. Enfin au PS, il y a un dogme, la retraite à 60 ans. La priorité de Martine Aubry, permettre à ceux qui ont travaillé tôt de partir à cet âge légal. Son rival, lui, est parfois accusé de vouloir augmenter la durée des cotisations et n'a pas pour l'instant levé le doute. Mais il évoque une vaste réforme dès 2013. Je veux être le candidat qui va permettre le changement. Le candidat qui va faire gagner la gauche. Je pense que les Français veulent un vrai changement et c'est la raison pour laquelle je pense qu'ils seront très nombreux à voter pour moi. Merci à tous. Alors comment se démarquer quand on est tenu par un programme commun? L'équation est délicate pour les deux candidats à l'investiture socialiste et c'est tout l'enjeu de ce second tour. Une nouvelle soirée donc en prime time pour les socialistes. Si vous la ratez sur France 2, eh bien, il y a une séance de rattrapage sur Public Sénat, sachez-le, à 23 h après l'édition spéciale que présentera Sonia Mabrouk avec déjà des invités qui réagiront. De nouvelles lois, en tous les cas, s'émeuvent à droite d'un déséquilibre dans le temps de parole. Christine Boutin qui écrit au CSA ou encore Alain Juppé, Flora Sauvage. Dans son courrier adressé au président du CSA, Christine Boutin dénonce le déséquilibre du temps de parole entre les différents candidats à la présidentielle dont elle fait partie. Depuis le 15 septembre, date du premier débat pour la primaire socialiste diffusée sur France 2, la gauche est surreprésentée dans les médias à ses yeux. Elle réclame au CSA de communiquer publiquement les temps de parole accordés à chaque candidat à la primaire socialiste. Je veux savoir quel a été le temps qui a été donné de parole à ce groupe qui a, selon mon avis, été omniprésent depuis plus d'un mois, parce qu'il y a le temps de parole officiel, et puis il y a toutes les émissions qui ont été faites pour décrypter, il y a tous les commentaires, enfin, je ne sais pas du reste comment il est possible de pouvoir le comptabiliser, mais je demande à monsieur le président du CSA de me donner des chiffres précis. Le CSA publie actuellement les temps de parole des personnalités politiques tous les 2 à 3 mois. Le ministre de la Culture, Frédéric Mitterrand, a également demandé au CSA d'être plus réactif, car au sein de la majorité, le sujet fait polémique. Ce qui me frappe, c'est que les socialistes ont réussi la première étape de l'opération, ne serait-ce qu'en occupant de manière extravagante l'espace médiatique. Je voyais ce matin un journal télévisé là, où on parlait de la sortie de M. Hollande à Paris, de celle de Mme Aubry dans la Creuse, et pas une image sur la visite du président de la République hier également dans la Creuse. Du côté de l'Élysée, on demande un rééquilibrage du temps de parole d'ici le 31 décembre. Après les critiques du chef de l'État sur des primaires qui seraient contraires à l'esprit de la Ve République, le ministre de l'Intérieur dénonce lui aujourd'hui la mystification du corps électoral. Claude Guéant juge en effet surprenant que les mineurs et les étrangers encartés au Parti socialiste aient pu voter à ce scrutin. Les sénateurs vont débattre de la suppression du conseiller territorial, l'innovation centrale de la réforme des collectivités locales qui doit entrer en application en 2014, une réforme que combat le PS. De son côté, la commission des lois, présidée désormais par le socialiste Jean-Pierre Sueur, ne veut pas supprimer les chambres régionales des comptes. Autre initiative du groupe socialiste, rendre obligatoire la scolarité à 3 ans. Dans les faits, c'est l'âge auquel l'État est tenu d'accueillir les enfants en maternelle. Mais le PS inscrit sa proposition de loi dans le contexte de réduction des effectifs d'enseignants. Aurélien Romano. C'est l'un des premiers textes que la gauche compte faire adopter au Sénat, la scolarité obligatoire dès l'âge de 3 ans au lieu de 6 actuellement. Cette proposition de loi vise à sanctuariser l'école maternelle. Dès le plus jeune âge, nous devons prendre en compte les enfants, notamment les enfants qui viennent des milieux les plus défavorisés, pour leur permettre l'égalité des chances. Donc c'était la première proposition que nous allons sûrement déposer. Il s'agit pourtant d'un phénomène très marginal. Près de 100% des enfants sont actuellement scolarisés en maternelle dès 3 ans.
Mais pour les sénateurs de gauche, la réduction des postes menace à terme l'ensemble de la scolarisation des tout-petits. Le principe de la RGPP d'un non-remplacement d'un départ en retraite sur 2 fait que les écoles maternelles se voient réduites à la portion congrue et que de fil en aiguille, on ne scolarise quasiment plus les enfants des 2 ans et on commence maintenant à toucher à la part 3 ans. Le taux de scolarisation des 2-3 ans a en effet diminué de 30% dans la dernière décennie. En cause, des choix politiques sur le type d'encadrement. Au détriment de l'école maternelle, l'accent a été mis davantage sur les structures de type jardin d'enfants. Et ce sont les communes et les familles qui supportent le coût de ces structures. Les sénateurs socialistes souhaitent donc inverser la tendance en revalorisant l'école maternelle. Les parents du soldat Gilad Shalit en attente de leur fils après l'annonce d'un accord d'échange avec des détenus palestiniens. Ils ont quitté aujourd'hui la tente dans laquelle ils campaient depuis 15 mois à Jérusalem, à 2 pas de chez Benjamin Netanyahou. Cela a fait en effet, vous le savez, 1935 jours que leur fils est détenu en captivité. Donc, nos invités tout de suite pour évoquer le duel de ce soir à la télévision, Aubry-Hollande. Avec nous, François Dorcival de Valeurs Actuelles. Bonsoir François. Bonsoir, et Michel. Bruno Jambard, directeur général adjoint d'Opinionway, qui donne d'ailleurs l'avantage à François Hollande dans votre sondage. Oui, bonsoir Michel. Oui, c'est le cas pour l'instant. Une belle avance quand même. Pour l'instant, une avance confortable, mais qui confirme son avance dans les urnes dimanche dernier. Oui. Il a quand même 9 points d'avance au premier tour. Bien sûr, même si apparemment Martine Aubry est portée par un élan. Oui, ce qui est vrai, c'est que ce qu'on constate, c'est qu'entre l'avant-premier tour et l'après-premier tour, il y a un resserrement de l'écart et le jeu semble, je dirais, un peu plus ouvert à l'issue de ce premier tour qu'il ne l'était avant. Les jeux sont ouverts, donc d'où l'importance de ce débat de ce soir. Avec l'information du jour, c'est ce ralliement surprise qui survient juste avant cet ultime face-à-face. Donc Ségolène Royal qui rejoint François Hollande. Alors, elle était face à un choix cornélien, analysait les psys. François Dorcival, quelle est votre analyse de ce ralliement de l'ex-compagne de François Hollande? Eh bien que c'est plus difficile de rallier celle qui vous a volé le parti que celui qui est parti. Et donc, je dois dire que avant le premier tour, et à l'occasion de ce premier tour, l'élan de François Hollande a été cassé. Il est certain qu'il était porté à la fois par les médias et par les sondages, les uns et les autres, jusqu'au premier tour. Le soir du premier tour, le fait que l'écart n'ait pas été supérieur à 8-9 fait que son élan a été cassé. Mais il engrange les ralliements là. Et au cours de ces 2-3 premiers jours, oui, on a vu le camp Hollande commencer à trembler. Et ce que fait Ségolène Royal aujourd'hui lui donne de nouveau une bouffée d'oxygène en prévision du débat de ce soir qui, naturellement, sera essentiel pour les électeurs d'Arnaud Montebourg. Justement, est-ce que vous estimez, Bruno Jambard, que ce débat de ce soir sera déterminant pour un grand nombre d'électeurs et peut-être de Français qui ne s'étaient pas déplacés aux urnes dimanche dernier? Il y a effectivement 2 interrogations. Il y a d'abord les électeurs de dimanche dernier, et notamment l'électorat de Montebourg, qui, avant ce débat, semble assez partagé entre les deux. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans l'électorat de Montebourg, il y a probablement 2 leviers qui ont amené à voter pour Arnaud Montebourg. Il y a la démondialisation, cette thématique plutôt auprès de catégories populaires, qui a bien marché dans les zones désindustrialisées du pays. Et puis il y a aussi toute la dynamique renouvellement du parti, c'est-à-dire le jeune qui monte, qui va bousculer les éléphants. Et ces électeurs-là, alors que les premiers sont peut-être plus proches de Martine Aubry idéologiquement, peuvent se reconnaître assez facilement dans François Hollande, peut-être plus que dans Martine Aubry. Donc le débat va être important pour eux. Oui. Et il y a ce que vous avez dit, il y a tous les nouveaux électeurs potentiels. Alors, y a-t-il un potentiel là, nouveau? Oui. Ah. Bien sûr qu'il y a un potentiel. Il allait dire nouveau. oui également, Alors, vous êtes d'accord. Oui. Et donc, on va laisser l'analyste le décrire, mais je pense qu'effectivement, il y a des choses. Quand on analyse les données qui essayent de tenter d'appréhender le nombre d'électeurs potentiels, aujourd'hui, dans l'enquête qu'on a fait en début de semaine, on serait à 3,2 millions 200 000 électeurs. Donc 600 000 de plus que dimanche dernier. Je crois qu'il y a 2 raisons à ça. Il y a d'abord, évidemment, l'aspect resserrement du scrutin qui peut mobiliser. Puis je crois qu'il y a autre chose. La primaire, c'était quelque chose de nouveau, de pas évident pour les électeurs. Le fait que le premier tour ait bien marché et une forte mobilisation
a probablement décomplexé un certain nombre d'électeurs proches de la gauche qui se disent finalement ce n'est pas si idiot que cela d'aller voter à les primaires et moi aussi je dois y participer au moins au second tour. Donc je pense qu'on aura une progression assez sensible du nombre d'électeurs. Là, ce sont des électeurs, mais on n'a pas des couleurs. Moi, je pense que les couleurs vont venir. Lesquelles? Et en particulier, au second tour, vous allez avoir un déplacement d'électeurs écologistes, des électeurs verts. Au premier, vous avez eu un déplacement gauche-gauche. Maintenant, vous allez avoir un déplacement vert. Et les verts qui sont tentés plus par Aubry que par Hollande. Vous savez le débat sur le nucléaire, etc. Ne misez pas sur un déplacement, par exemple, d'électeurs plutôt centristes également. Mais naturellement, c'est possible. Ce que je veux dire, c'est que du point de vue militant, il y a du côté des écologistes une attirance pour voter Aubry. Mais il n'empêche que, je reviens à mon propos de tout à l'heure, aujourd'hui, ce soir, très probablement, François Hollande a retrouvé une partie de l'élan qui était le sien, et donc le débat sera plus facile pour lui qu'il pouvait l'être psychologiquement. Vous étiez dans la psychologie, eh bien psychologiquement, il sera mieux tout à l'heure qu'il ne l'aurait été hier soir. D'autant qu'il a eu également les ralliements de Manuel Valls et de Jean-Michel Baillet, même si ce dernier pèse peu. Oui, mais ceci pouvait être contre-productif. Pourquoi? Parce qu'il s'agissait manifestement de positions à droite du Parti socialiste. Et donc, ça nécessairement, ça éloignait une partie de l'électorat de Montebourg. Voilà, et donc Ségolène Royal replace un petit peu son ancien compagnon au centre de la gauche, cette fois. Exactement. François Durcival, j'ai envie de poser une question à l'éditorialiste. Est-ce que vous êtes séduit, d'une certaine manière, par Arnaud Montebourg? Car, je ne sais pas si vous avez remarqué, quand il a évoqué les Français qui souffrent, il y a quelques jours, sur les plateaux, il a cité les agriculteurs, les ouvriers qui sont victimes des délocalisations, il a cité également les patrons de PME. Il n'a pas parlé des fonctionnaires ni des enseignants. Oui, c'est vrai. Vous avez tout à fait raison. Ça n'a pas dû échapper à Marine Le Pen, puisque celle-ci s'est empressée de trouver qu'il était très bien. Moi, je n'ai pas de jugement à porter. Ce que je constate simplement, c'est qu'il a obtenu 17% dans ce premier tour et que, manifestement, il a aujourd'hui un rôle important. Va-t-il choisir ou ne pas choisir? S'il ne choisit pas, est-ce que ce sera une démonstration d'autorité et de responsabilité politique? Question. Alors, vous avez un pronostic? Non, je n'ai pas de pronostic. Non. Bon. Non, je n'ai pas de pronostic parce que je sais que tout le monde se parle en ce moment. Bruno Chambard, vous le constatez avec nous, la droite tombe à bras raccourcis sur les primaires, à nouveau depuis quelques jours quand même, des voix éminentes, celle du chef de l'État notamment. On a entendu Alain Juppé critiquer l'inégalité des temps de parole. C'est pas pareil. C'est pas pareil, mais c'est l'un des aspects également. Est-ce que les Français, selon vous, ont été séduits par la formule, au-delà de ceux qui se sont déplacés? Moi, je crois que déjà, il y avait une adhésion au principe. La question qui se posait était de savoir si les gens allaient jouer le jeu, si les gens allaient se rendre dans les urnes. Visiblement, ils l'ont fait assez fortement. Il y avait probablement un potentiel encore supérieur, mais les conditions d'organisation, seulement 10 000 bureaux de vote, rendaient difficile d'aller très au-delà à l'occasion de ce premier tour. Donc je crois que oui, et je crois que ça correspond aussi à un changement fondamental du rapport que les Français entretiennent aux partis politiques. Je crois que ce qu'a compris le Parti socialiste, c'est qu'il y a un rapport très différent aux partis politiques aujourd'hui. On veut pouvoir venir de temps en temps choisir, participer, donner son avis. Et les primaires, ça permet cela. Et je crois que c'est un changement important pour l'ensemble de la vie politique française. Et je doute que beaucoup de partis puissent échapper au moins à la question de savoir s'ils devront passer par là dans les années qui viennent. Oui, mais enfin, en même temps, les primaires, c'était parce qu'il n'y avait aucun candidat naturel qui s'imposait de lui-même. Cela n'aurait pas été la même chose si nous avions eu Dominique Strauss-Kahn. Là, les primaires étaient conçues comme sa consécration. Oui, mais néanmoins, François Durcival, est-ce qu'il y a un risque, justement, dimanche soir, qu'aucun leadership, véritablement, ne se dégage si le score est très serré? Si le score est très serré, ça correspondra exactement à ce que vous dites, c'est-à-dire où est l'autorité, où est la légitimité. Puisque la primaire, c'est fait pour entraîner, créer une dynamique. Si le score est serré, elle ne sera pas là. Donc il faut effectivement que celui qui arrivera en tête ait une marche importante. Parce qu'il y a une dramatisation de certains des propos dans le camp socialiste. Par exemple, François Rebsamen, le président du groupe PS au Sénat, a déclaré aujourd'hui que si le PS n'est pas capable de se rassembler, eh bien, il disparaîtra.
Oui, mais bien sûr, on l'a déjà entendu précédemment. Donc ça, c'est naturel, c'est normal, etc. Et la droite en dirait autant pour elle-même. Bruno Jambard, est-ce que vous êtes capable de nous dire si le candidat qui sortira donc vainqueur dimanche bénéficiera d'une sorte d'état de grâce supplémentaire dans les sondages? En tout cas, à court terme, oui, sauf si il y a une hypothèse qui est celle d'un score trop serré, même qui rappelle ce qu'on avait vécu au moment du congrès de 2008 et qui fait qu'on a même une incapacité dans les premiers jours à trouver le gagnant. Mais sinon, au moins à court terme, il va avoir une légitimité. Ça avait déjà été le cas de Ségolène Royal dans la primaire interne de 2006. Elle avait connu une embellie dans les sondages dans les jours qui avaient suivi sa désignation en novembre. Très bien, merci messieurs. On attend donc les prochains sondages. À l'issue de ce débat, on peut déjà pronostiquer. On attend surtout le débat. Ah bien sûr, évidemment, le avant débat, les sondages. Les conséquences, avant les sondages. Parce que les sondages ont eu quelques surprises quand même dimanche soir. Oui, c'est vrai, hein, vous n'aviez quand même pas prévu Arnaud Montebourg aussi haut. Et non. Aussi haut peut-être, mais enfin, on nous a beaucoup critiqué sur les sondages. On avait annoncé qu'il y aurait 2 candidats largement en tête, ils ont été en tête. Hollande serait largement devant. Et on avait même montré la tendance ascendante de Montebourg qui risquait de passer devant Royal. Donc je crois quand même que sur une élection qui était nouvelle, c'est plutôt un bon résultat. Bon, très bien. Merci encore une fois, messieurs. À suivre donc sur France 2 à 20h35 et puis sur les chaînes parlementaires. Hein, je vous le rappelle, à partir de 23h, vous pourrez revoir ce débat. Dernière page du 19h avec le nouveau sénateur écologiste Joël Labbé qui est monté pour la première fois tout à l'heure à la tribune. Le Télégramme de Brest le présente comme un sénateur rock'n'roll. En fait, il a montré tout à l'heure qu'il était surtout folk en citant à 2 reprises celui qu'on écoute tout de suite. Bob Dylan, The Times They Are Changing. Bonsoir Joël Labbé. Bonsoir. Alors, vous avez également cité Corneille, hein, mais pas le chanteur, hein, l'auteur dramatique. Tout cela lors des 7 minutes qui vous étaient imparties pour parler aujourd'hui de la réforme portuaire. C'était votre première apparition au micro à la tribune. Et quelle est votre première impression? Je tiens à dire que j'ai cité aussi Edgar Morin voilà, en conclusion. Sur la métamorphose, la révolution. Oui, absolument. Révolution, métamorphose. Ma première impression, d'abord, c'est pas banal que de se retrouver là. Non, c'est pas un perchoir. Enfin, de se retrouver là au plus haut niveau de l'État pour intervenir au nom de la population que je représente et m'adresser à la population française, donner mon impression en tant qu'élu écologiste. Est-ce que le trac vous a quitté à un moment ou vous l'avez toujours eu? Je l'ai eu à aucun moment. Ah, j'ai pas eu le tract. Adrénaline. Ouais. Vraiment. Alors, pourtant, je suis intimide, je suis un modeste, mais le tract non. Ici, j'ai une vraie, enfin, je sais pas comment le dire. J'ai une force de conviction qui me pousse. Et une fois qu'on est là, il y a le ministre, il y a tout ça. Moi, j'ai plein de respect pour tous ces gens-là. Ouais. Alors, vous étiez bien sûr avec vos feuilles de papier à la main, vous lisiez votre texte, vous regardiez aussi le premier rang, et moi, j'ai remarqué qu'il y avait là, très goguenard, Thierry Mariani, hein, le ministre des Transports. Il a beaucoup ri en vous écoutant. Oui. Vous y avez trouvé quoi? Une forme de désinvolture, de mépris ou d'encouragement de sa part? J'ai pas vu beaucoup d'encouragement. Après, bon, le propos poétique, il est déroutant en politique. C'est Léo Ferré, des armes. Des armes qui mettent dans la poésie, de la poésie dans les discours. Ça a été repris par Noura Désir. La poésie et l'art en général a un rôle à jouer énorme dans les temps qui courent. Donc, par contre, j'avais un corps de texte sur la réforme portuaire qui tenait la route avec un propos, parce que je parlais là au nom des écologistes, mais par contre, j'avais aussi un propos politico-philosophico-poétique. Alors, c'est pas certains sourires. J'ai l'habitude, je suis maire depuis 95, plein de gens ne me prenaient pas au sérieux parce que... Votre commune s'appelle Saint-Nolf.
Oui, Saint-Nolff, c'est une petite commune du Morbihan, près de Vannes, 3800 habitants. Alors, commune du monde, j'ai aussi évoqué, parce que par délibération de conseil municipal, on a déclaré notre territoire mondial en 97. Dites-moi, Joël Labbé, vous allez donc cultiver votre style au Sénat, enfin vous allez le maintenir. Est-ce que vous allez être peut-être à l'étroit dans l'étiquette du Sénat ici? On me dit que, par exemple, le président de la Commission des affaires économiques, Daniel Raoult, vous a déjà un petit peu remis sur le droit chemin, là, non? Alors, il a tenté de me remettre sur le droit chemin. Qu'est-ce que vous aviez fait? En disant, j'avais un peu élevé le ton en commission parce qu'on m'avait coupé la parole, et ceux qui me connaissent, moi je coupe pas la parole des gens. Ah bon, je vais faire attention. Non, c'est pas ça. Mais alors j'avais un petit peu élevé le ton, et puis il me tape sur l'épaule. Ici, c'est pas tout à fait le ton. Il faudrait peut-être mettre un peu d'eau dans ton vin. Alors, et puis il s'agissait de la qualité de l'eau, parce que je demandais de l'eau du robinet, puisque les Français boivent de l'eau du robinet. Je demandais de l'eau du robinet qu'on puisse avoir. Et il me dit, mais il faudra peut-être que tu mettes un peu d'eau dans ton vin. C'est pas votre intention. Ma réponse, j'aime bien le bon vin, et dans le bon vin, on ne met pas d'eau. Quels sont les combats prioritaires que vous comptez mener ici au Sénat? Il y a donc, vous avez plaidé pour le transport fluvial aujourd'hui. Il y a un autre sujet d'actualité et qui vous concerne directement. Ce sont les algues vertes. On a appris qu'un décret avait été publié et qui assouplit les normes d'épandage des effluents d'élevage. Est-ce que vous êtes inquiet? Oui. Donc c'est un vrai sujet en Bretagne tout est lié. Donc il y a eu le développement agricole, agro-industriel en Bretagne, le boom breton qui a permis de sortir la Bretagne de quelque part de la pauvreté à un moment. Mais ça n'a pas été maîtrisé. Les lobbies, on peut le dire comme ça, ont pris ça en main. Les paysans, y compris les paysans intensifs, pour moi, ils sont otages d'un système. À côté de ça, il y a une nouvelle agriculture qui tente de se mettre en place pour reconquérir les terres, et parce qu'on voit le résultat de l'intensif excessif, on le voit en aval, mais ça devient véritablement catastrophique. Alors, il y a des mesures à prendre, il y a un virage à prendre au niveau de l'économie bretonne. Alors, ça ne se fait pas en claquant du doigt comme ça, il va falloir travailler, mais alors, là, quand on fait des grands discours, et puis qu'on dit, on va quand même assouplir, parce qu'il faut bien pouvoir répandre les effluents d'élevage industriel, là, on marche sur la tête, et c'est là où moi, je pense que derrière tout ça, il y a un véritable nouveau projet de société. Alors, ça ne va pas se faire comme ça, mais il faut que les orientations clairement soient données tout de suite pour que la population, parce que la population est quelque part déroutée. Le monde paysan, je dis paysan avec le sens noble du terme, parce que je suis fils de paysan, le monde de paysans ne sait plus où donner de la tête. Et par contre, il y a d'autres paysans qui veulent remettre en place l'agriculture familiale, respectueuse, produits de qualité, tous ces aspects-là, et on peut reconvertir la Bretagne à ce niveau-là, et dans l'intérêt de tous, notamment et surtout la qualité de l'eau. Merci Joël Labbé, on a écouté un peu Bob Dylan, on vous a fait ce petit cadeau. J'ai vu qu'il y avait un festival de musique dans votre commune à Saint-Nolff. C'est quel type de festival? Rock, alors vous pouvez parler de folk, rock, folk, chansons françaises. C'est Noir Désir qui a donné l'empreinte à ce premier festival en 97. Noir Désir avec qui j'ai une relation forte d'amitié et de sympathie avec Bertrand, qui reste toujours là, voilà. Et puis alors, un festival qui se voulait quelque part engagé militant, qu'il était un petit peu moins, mais qui va le redevenir à partir de l'année prochaine. Très bien. Eh ben, ça se passera donc à Saint-Nolff. Merci beaucoup, Monsieur Joël Labbé, sénateur-maire, donc puisque vous gardez votre mandat municipal. Oui, ouverture aujourd'hui au musée du Luxembourg d'une exposition consacrée à Cézanne. Cézanne et Paris. Le peintre est souvent associé évidemment à la Provence, mais il a beaucoup séjourné dans la capitale. Ses allers et retours étaient même constants dans les années 1890. L'expo présente quelques 80 œuvres. On en voit quelques-unes. Il faut savoir que le guide de Cézanne à Paris fut son grand ami Émile Zola. À 22h, donc je vous l'ai dit, une émission spéciale animée par Sonia Mabrouk, suivie sur les chaînes parlementaires de la retransmission du dernier débat des primaires. Tout de suite sur LCP-AN, question d'info. Bonsoir à tous. Il n'y aura pas de 19h demain, sachez-le. Se renseigner sur les programmes.
Voir ou revoir les émissions. Suivre le fil d'information politique et parlementaire. Pour vivre la politique en temps réel, connectez-vous et réagissez sur publicsénat.fr. À 6 mois de la présidentielle, à l'heure du choix, c'est votre nouveau rendez-vous politique sur Public Sénat. À cette occasion, je recevrai les candidats ou leurs lieutenants pour parler des grands thèmes de société. Premier numéro, Patrick Devedjian, l'UMP, et le nouveau sénateur socialiste André Valigny. Ils débattront ensemble de la République exemplaire. À l'heure du choix, c'est votre émission. Vous pouvez poser toutes les questions que vous souhaitez en vidéo sur publicsénat.fr. Gilles Leclerc présente À l'heure du choix, lundi à 22h30 sur Public Sénat.